Alors bonjour à tous et merci d'être là pour ma conférence sur le thème jeu en ligne, mais comment ça lag pas? Donc je vois que le jeu vidéo, ça motive les foules. Surtout chez les devs, j'imagine qu'il y en a pas mal chez vous qui ont une vocation en jouant aux jeux vidéo quand ils étaient jeunes. Donc c'est cool, j'espère que vous passez un bon DevFest par ailleurs. Et donc pour parler de jeux vidéo, on va partir sur un grand classique du jeu vidéo, et ce grand classique c'est Super Mario World. Alors Super Mario World, le jeu il est super, sauf qu'il y a un petit problème, c'est que depuis le temps, le jeu il est sorti dans les années 90 et les gens ont un petit peu oublié que c'était le meilleur jeu du monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on va devoir corriger parce que c'est tout bonnement inacceptable et on va faire en sorte que ce jeu retrouve la note sur Metacritic qu'il mérite, la seule note qu'il mérite, à savoir celle-là. Ah, ça rogne. C'est un 10 et un 10. Et donc pour ça, on a quand même quelques petites idées. C'est par exemple, là on voit sur l'écran qui est écrit Two Player. Sauf que sur Super Mario World, c'est pas du vrai mode coopératif à plusieurs, c'est-à-dire qu'à aucun moment vous jouez ensemble. Vous êtes juste à vous passer à la manette quand il y a un joueur qui meurt ou quand il y en a un qui termine un niveau. Et donc c'est probablement un truc d'amélioration pour que les gens reviennent sur le jeu et se rendent compte à nouveau que le jeu est incroyable. Et donc pour ça, une fois qu'on a dit qu'on voulait mettre du mode multijoueur, on va le mettre en ligne tant qu'à faire, c'est-à-dire sur Internet avec d'autres personnes qui sont à distance. Et donc, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir dans notre jeu pour considérer qu'il est bien? Eh ben, ça se résume principalement en une chose, c'est qu'on veut que les joueurs aient l'impression, comme sur la photo là, d'être dans la même salle et de jouer en local. Donc, comme quand vous êtes à plusieurs manettes branchées sur la même console en couch gaming. Et la deuxième chose, c'est un jeu en ligne, donc forcément, il y a des machines dans lesquelles on ne peut pas faire confiance. Et on a envie d'empêcher les gens de tricher, parce qu'on a besoin de vérifier que les gens, quand ils font une action, ils ont bien le droit de la faire. Par exemple, dans notre cas, Mario, s'il est déjà en l'air et qu'il nous dit qu'il veut sauter, ben on ne va pas l'autoriser, parce qu'il n'y a pas de double saut dans Mario. Et donc, pour empêcher les joueurs de tricher, il y a une approche qui est très commune qui s'appelle l'approche serveur autoritative. Et pour comprendre ça, on va prendre un exemple. Admettons qu'on a 3 joueurs qui s'appellent Mario, Luigi et Toad. Toad, c'est le petit personnage pour ceux qui ne connaissent pas trop. Et donc, bon, pour simplifier les explications un peu plus tard, on va partir du principe que le joueur qui joue Mario s'appelle Mario, sa console s'appelle Mario et son personnage s'appelle Mario. Et donc, serveur autoritatif, ça veut dire qu'au milieu de tout ça, il y a un serveur sur lequel vont se connecter nos joueurs. Et donc, ce que va faire un joueur quand il veut faire une action, c'est qu'il va envoyer son input au serveur, donc comme ça. Un input, c'est le fait d'appuyer sur un bouton pour lancer une action sur le jeu. Et donc, dans un premier temps, tout ce que fait la console, c'est qu'elle va envoyer une input au serveur. Le serveur va traiter l'information et va essayer de valider si l'input est bien légal, s'il a bien le droit de le faire. Donc, dans notre exemple de tout à l'heure, si Mario n'est pas déjà en l'air quand il veut sauter. Le serveur va traiter ça et va essayer de voir ce que ça a comme impact sur la physique du jeu et sur ce qui se passe autour de lui. Et il va renvoyer cet état à tout le monde. Et donc, dans cette approche-là, on appelle les clients les dumb clients, les clients idiots, parce que leur rôle, c'est juste d'envoyer ce qu'ils font, ce que le joueur veut faire, et de réceptionner le résultat sur le truc. À aucun moment, les clients n'ont besoin de gérer la physique du jeu, c'est le serveur qui s'occupe de tout ça. Et vu que c'est centralisé, alors tout le monde a la même gestion de la physique et tout le monde est à la même page. Et donc, les dumb clients parlent à un serveur autoritatif. Alors ça, c'est très bien, le serveur de jeu, il envoie toutes les informations à tout le monde, mais comment est-ce qu'il fait comment est-ce qu'on formate les données de tout un jeu? Et ben pour bien comprendre ça, il faut bien voir que sur un écran de jeu vidéo, il y a 2 types d'objets. Les premiers, c'est la carte, c'est-à-dire tout ce qui est statique. Si on prend un exemple ici, par exemple, on va avoir dans la carte, on va avoir le sol sur lequel Mario marche, les nuages, tout ça, ça bouge pas, ou encore les arbres en arrière-plan avec lesquels on ne peut pas interagir. Tout ça, c'est des choses qui ne changent pas. Le serveur ne va jamais nous l'envoyer parce que tout le monde a la même de base. Et toutes ces choses-là, ça va être sur le support physique sur lequel vous avez votre jeu. Donc ça peut être sur votre cartouche, sur votre CD ou quand vous téléchargez votre jeu sur Steam. Tout ça, tout le monde a la même chose au début. Et donc ce qui n'est pas statique nécessairement, c'est dynamique et c'est ce qu'on appelle les game objects. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est ça que le jeu va nous envoyer. Donc des exemples de game objects, ça va être notre personnage, les personnages qui sont contrôlés par le jeu, donc par le serveur dans notre cas. Ça, c'est des choses qui bougent dans le long du jeu, forcément, et il faut que tout le monde voit les mêmes positions et les mêmes états des personnages au fur et à mesure que le jeu avance. Bon, très bien, on va aussi avoir les pièces. Leur état, elle va évoluer potentiellement une fois dans la partie, parce que soit elle est là, soit elle n'est pas là, et quand un joueur l'attrape, elle n'est plus là. Il faut que tout le monde le sache, quand elle n'est pas là. Et il y a les blocs, parce que on voit bien, là, sur cette capture, on peut interagir avec, et il peut en sortir des choses, des pièces, des champignons, des feuilles, ce genre de choses.
Et donc c'est sur... ah oui, et aussi les autres personnages, forcément, eux aussi ils bougent et il faut qu'on sache ce qu'ils font. Et donc c'est sur ces choses-là que le serveur va agir. Donc nous, en bon développeur, maintenant qu'on sait ce dont les gens ont besoin, pour reconstruire l'état du jeu sur leurs clients, eh ben, on va dire, très bien, on met tout ça dans un JSON, on le renvoie à tout le monde de manière régulière, tout le monde reconstruit l'état du jeu tel qu'il est envoyé par le serveur, et ça devrait bien se passer. Donc là, on pense qu'on a développé un bon netcode, c'est-à-dire le netcode, c'est l'ensemble des algorithmes qui tournent à la fois sur le serveur du jeu et sur les clients, de telle sorte que tout le monde voit la même chose et voit le même état du jeu, de manière optimisée si possible. Donc on pense qu'on a un bon netcode, et on commence à le développer. Donc je vous présente TechRex, c'est notre mascotte qui va faire tous les développements pour nous, parce qu'on n'a pas trop le temps, on n'a que 40 minutes devant nous malheureusement, et aussi parce qu'on a la flemme. Et donc il a fait les développements, et on fait quelques tests, il paraît que c'est une bonne pratique de tester. Et on se rend compte qu'on a quelques soucis. Dans un premier temps, on a les serveurs qui sont complètement dans le rouge, les CPU ne tiennent pas du tout la charge. Niveau réseau, c'est compliqué, surtout chez nos clients qui ont une connexion en ADSL un peu limite. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas du tout jouer à notre jeu, ça utilise toute leur bande passante. Et donc tout ça, on suppose que c'est pour ça qu'il y a des saccades sur les déplacements des personnages, c'est-à-dire que l'expérience est très choppy, et ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on pourrait avoir sur une expérience locale. Donc très bien. Et du coup, avec ça vient forcément les mauvaises critiques de la presse spécialisée qui n'aime pas du tout notre jeu. En même temps, il n'est pas jouable, donc on ne peut pas trop l'en vouloir. Donc on va essayer de creuser ce sujet-là, et de comprendre pourquoi est-ce qu'on a ces problèmes-là. Excusez-moi. Donc, en creusant, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que la CPU et la bande passante sont trop chargées, et ce truc-là, c'est lié au fait que 30 fois par seconde à peu près, tout le monde nous envoie tous les inputs. Donc Mario envoie l'input, le serveur doit faire un traitement, valider, voir ce que ça donne sur la physique du jeu, renvoyer à tout le monde, etc. à chaque fois, et on se rend compte qu'en plus c'est pas scalable, parce que au fur et à mesure qu'on rajoute des joueurs, on va encore plus avoir de traitement, encore plus de réseau. Là, on envoie l'état du jeu 3 fois, alors qu'il n'y en a qu'une seule qui est bonne, parce que dès qu'on envoie un nouvel état du jeu, l'ancien il est caduc. On a fait 3 traitements alors que c'était pas forcément nécessaire. Et donc pour adresser ça, on va mettre en place ce qu'on appelle un tick rate, c'est-à-dire qu'on va définir au niveau du serveur une durée minimale pendant laquelle il ne se passe rien, et ça va être la fréquence de rafraîchissement du serveur, si on veut. C'est-à-dire que pendant la durée d'un tick, qui est usuellement de 1/30 de seconde, en gros, sur un serveur classique, tous les gens vont envoyer leurs inputs, et seulement à la fin de ce tick, le serveur va traiter toutes les informations, va valider toutes les inputs, et va renvoyer le résultat à tout le monde. Comme ça, on voit qu'on n'a fait qu'un seul traitement, on a renvoyé l'état à tout le monde qu'une seule fois, et on a vachement économisé. Donc on fait appel à notre développeur favori TechRex, qui va nous développer tout ça. Il implémente le netcode, et le problème de surcharge du serveur est bien résolu. Par contre, on a des problèmes d'utilisation du réseau qui sont toujours là, donc le réseau est toujours surchargé. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on avance, mais on n'y est pas encore. Donc on va quand même continuer à travailler sur essayer de creuser pourquoi est-ce que l'utilisation du réseau est trop importante et pourquoi est-ce que nos joueurs avec une mauvaise connexion n'arrivent pas à jouer. Et donc qui dit réseau dit protocole. Et donc pour envoyer nos informations, on a forcément besoin d'un protocole, donc c'est-à-dire d'un ensemble de règles que vont utiliser les clients et les serveurs pour savoir comment communiquer, pour parler la même langue entre guillemets. Et les deux protocoles principaux à ce niveau-là, c'est le TCP et l'UDP. Et les deux ont des points communs, notamment les paquets ne sont pas altérés, à la fois en TCP et en UDP. Donc quand le receveur reçoit une information, il sait qu'elle était identique à l'origine. Elle n'a pas été modifiée. Mais on a quand même deux différences entre les deux. La première, c'est qu'en TCP, on sait que les paquets arrivent forcément dans l'ordre dans lequel ils ont été envoyés. Donc si j'ai envoyé paquet 1, paquet 2, paquet 3, ça arrive paquet 1, paquet 2, paquet 3. En UDP, c'est pas sûr, il peut y avoir des inversions, ce genre de choses. Et la deuxième différence, c'est que les paquets arrivent au moins une fois en TCP. En UDP, c'est pas du tout le cas. On envoie un paquet, advienne que pourra, et s'il est perdu, bah, il est perdu. Et donc on se dit bien que toutes ces promesses que nous fait le TCP, forcément, ça a un coût. Donc ça a un coût en termes de ressources, ça a un coût en termes de réseau. Et en plus, on se rend compte que certaines promesses que nous font TCP, surtout celle-ci, là, le fait que les paquets arrivent toujours dans le même ordre, ça peut être assez contre-productif dans notre cas. Et pour comprendre ça, on va prendre un exemple.
Alors c'est ce que je vous disais, coup sur coup, le serveur il envoie des états au client pour qu'il soit capable de reconstituer le jeu, donc état à T0, puis à T1, puis à T2. Mais maintenant, admettons qu'on perde notre état à T0. Ça arrive, il y a des pertes de paquets, c'est physique, on peut difficilement empêcher. Alors en TCP, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bloquer l'envoi des autres états, renvoyer l'état à T0 et seulement ensuite envoyer les états suivants. Sauf que nous, finalement, l'état à T0 et à T1, une fois que l'état à T2 a été renvoyé, il ne nous intéresse plus. Nous, tout ce qu'on a envie d'afficher, c'est le dernier état du jeu. Ceux qui sont anciens, on ne va pas les afficher de toute façon. Et en plus, si on a une perte de paquet d'un état en particulier, si on ne l'affiche pas, c'est pas grave, on va perdre une des 30 états qu'on affiche toutes les secondes. Personne ne s'en rendra jamais compte. Donc, on a quand même plutôt tendance à partir sur l'UDP. Et qui dit protocole dit aussi données qu'on va mettre dedans. Et ça vaut quand même le coup de se poser la question sur comment est-ce qu'on envoie nos données sur le réseau. Donc ça, c'est l'exemple que je vous ai donné au début, le JSON, qui est finalement une grosse chaîne de caractères. Et quand on y réfléchit bien, on se dit que finalement, le serveur, il envoie plus ou moins toujours la même chose, le même type de données au client. Donc si les deux se mettent d'accord dès le début sur un formatage de données, dans la mesure où on part sur l'UDP, qui est quand même un protocole assez bas niveau, on a totalement la possibilité de choisir notre payload octet par octet presque. Et donc, si on fait ça directement et qu'on définit de base un format, et la même payload, dans les deux cas, on arrive largement à réduire sa taille. Là, sur cet exemple qui n'est pas forcément des plus représentatifs pour un jeu vidéo, mais qui donne quand même une idée, on arrive à diviser par 5 la charge sur le réseau juste du payload, en réduisant et en n'utilisant pas une chaîne de caractères comme on le ferait comme ça. Donc TechRex, qui a l'air de toujours s'en sortir, un peu stressé, mais enfin bon, on l'est tous au bout d'un moment, dans la vie d'un projet. Et ça résout bien notre problème de réseau. Donc merci TechRex, mais merci nos optimisations surtout. Par contre, on a encore des problèmes de saccade. On pensait que c'était lié aux problèmes de CPU et de réseau, mais visiblement, il doit y avoir autre chose. Et en plus, maintenant que le jeu commence à être jouable, on a un autre problème, c'est que les joueurs ont du mal à jouer. Alors, ils ont du mal à jouer dans le sens où ils loupent des plateformes qui paraîtraient évidentes normalement, et qui ne devraient absolument pas louper s'ils jouaient normalement. Et ça, dès qu'on a la manette en main, on s'en rend vite compte de la raison pour laquelle ça arrive. C'est ce qu'on appelle l'input lag. C'est-à-dire que dans notre exemple de serveur autoritatif, Mario envoie son input, le serveur doit traiter, il doit attendre la réponse, mais tout ça, ça fait du temps réseau. Et si on doit attendre la réponse du serveur à chaque fois pour afficher le résultat, c'est hyper dur à jouer. Si on prend un exemple un peu commun, c'est si on se met sur le cas de notre Mario là, il veut se déplacer vers la droite, et sur le jeu normal, c'est à peu près à cet endroit-là qu'il devrait sauter normalement. Sauf que s'il a de l'input lag et que le saut se déclenche seulement, je sais pas moi, 500 millisecondes après, il va louper le saut et quand il essaiera de sauter, il sera en train de tomber dans le trou et ce sera déjà trop tard. Donc pour adresser ce problème, on va prendre une assertion. Excusez-moi. J'ai dit le Mario il tombe, il est un peu trop tard. Voilà. Désolé Mario, parti trop tôt. L'input lag a eu ta peau. Et donc, en sa mémoire de ce pauvre petit Mario qui nous a quittés prématurément, on va prendre une assertion qui est que, malgré le fait qu'on utilise du serveur autoritatif, on s'autorise à afficher un état un petit peu différent de ce que nous donne le serveur, à condition qu'on continue à croire que le serveur a toujours raison, c'est le principe de serveur autoritatif, c'est vraiment le concept clé, et à condition qu'on se resynchronise avec lui de manière fréquente. Et donc, comment est-ce qu'on va faire ça ? On reprend un exemple. Là, sur cet exemple, on joue Luigi. Donc notre manette fait bouger Luigi, le personnage vert, là, au milieu. Et Mario, c'est un autre personnage. Bon, très bien. Alors, petit point sur les couleurs. Ce qu'on voit en noir et blanc, le Luigi de gauche, là, c'est l'état qui est connu par le serveur. Et celui qui est en couleur, c'est celui que nous, on connaît et qu'on affiche sur notre écran. Ce qu'on va faire, c'est que Luigi a appuyé sur le bouton « Je veux aller à droite ». Et donc, logiquement, c'est ce qu'on disait juste avant, on dit qu'on envoie au serveur l'information « Luigi veut aller à droite ». Ce qu'on faisait juste avant, c'est que on attendait la réponse du serveur pour l'afficher, et ça faisait quelque chose comme le noir et blanc. Là, l'idée, ça va être de prédire la réponse du serveur pour cet input, et donc de ne pas attendre sa réponse pour directement afficher ce qu'on pense que ça va faire. Donc directement afficher le mouvement du Luigi à droite, et assez logiquement, le serveur va traiter l'information, et va nous renvoyer le résultat. Et effectivement, là, notre prédiction, elle était bonne,
parce que le serveur a fait le même résultat que nous quand on a essayé de le prédire. Ça, c'est le cas qui se passe dans 99% des cas, c'est le cas optimiste, mais il faut quand même qu'on traite les quelques cas où la prédiction ne serait pas bonne. Et donc, oui, voilà, ça s'appelle la client-side prediction, pardon. Et donc, pour traiter ce pourcentage de cas qui ne fonctionnent pas, donc où la prédiction n'est pas bonne, on va reprendre un exemple. Admettons que pour une raison X ou Y, notre client ne sait pas qu'il y a des briques à cet endroit-là. Et donc, Luigi il continue sur sa lancée, il continue à aller à droite. Le client ne sait pas qu'il y a des briques, donc il dit à Luigi, très bien, tu peux continuer à avancer, tu traverses les briques. De toute façon, il n'y a pas de briques, donc tu traverses rien du tout. Et le serveur, oui, non, là, le joueur, vu qu'il est lancé, bah, il fait un saut juste après, c'est son input suivante. Le serveur, assez logiquement, va traiter la première input, sauf que lui, il sait qu'il y a des briques, donc il va dire non, désolé Luigi, mais tu t'arrêtes là, tu peux pas aller plus loin, tu vas te bloquer. Il faut que tu fasses quelque chose si tu veux passer. Là, on sait, nous, côté client, que le serveur a toujours raison, et donc on va reprendre ce qu'il nous a dit, et donc réafficher notre personnage à cet endroit-là, sauf qu'on sait qu'on a une input en avance encore par rapport au serveur. Et donc on va la rejouer pour encore avoir un tick d'avance par rapport à ce que le serveur connaît. Et ainsi, on arrive à rester en avance et à ne pas avoir d'input lag. Et ça, c'est ce qu'on appelle la serveur réconciliation. C'est-à-dire qu'on se réconcilie avec le serveur qui nous a corrigé quand on s'est trompé sur notre prédiction. Bon, très bien, TechRex, qui continue à travailler. Et là, le problème des joueurs qui ont du mal à jouer, on l'a résolu a priori. Mais on a encore le problème de Sagat qu'on se traîne depuis le tout début, donc ça vaut encore le coup de creuser un petit peu pourquoi est-ce qu'on a ce problème-là. C'est long, 40 minutes. Donc pourquoi est-ce qu'on a ce problème-là? Quand on regarde un peu, on se rend compte que les mouvements sont saccadés parce qu'il y a une désynchronisation entre la fréquence à laquelle notre écran est capable d'afficher des images et la fréquence à laquelle le serveur nous envoie des informations. Donc l'ordre de grandeur, c'est le tick rate, donc la fréquence serveur, c'est entre 10 et 60 ticks par seconde. Là où on considère qu'une image, elle commence à être à peu près fluide, à 50 images par seconde. Je dis pas ça au hasard, c'est parce que Super Mario World en Europe tournait à 50 images par seconde à l'époque. Et donc on se rend bien compte que certains ticks, le serveur va nous envoyer une nouvelle information, donc on va déplacer les personnages en fonction de ce qu'il nous dit. Et les ticks suivants, l'écran va toujours afficher la même chose parce qu'il n'a pas de nouvelle information du personnage. Et donc ça va faire un mouvement assez choppy. Une solution qu'on pourrait voir pour ça, c'est d'augmenter le tick rate et de dire bah, très bien, on met le tick rate à 60 ticks par seconde, comme ça l'écran affiche moins vite et c'est bien. Sauf que ça, c'est assez difficile, c'est très coûteux, ça nécessite d'avoir des gros serveurs pour mettre ça en place. Parce que à partir du moment où on se dit côté serveur, on a envie d'envoyer 60 fois un nouvel état du jeu à tout le monde, ça veut dire qu'on se donne en gros 17 millisecondes pour traiter toutes les inputs à chaque fois. Et ça, c'est très difficile à mettre en place. Donc on va essayer de trouver autre chose. Et donc cette solution, c'est, on va partir sur un exemple. Encore une fois, on joue Luigi qui n'est pas à l'écran. Et donc ça veut dire que le Mario qu'on voit là, c'est pas notre joueur. C'est-à-dire que toutes les informations nous sont envoyées par le serveur par rapport à sa position. Et donc, admettons que Mario veut aller à droite. Très bien. Toujours le même code couleur. Ce qu'on a en couleur, c'est ce qu'on a sur notre écran. Ce qu'on a en noir et blanc, c'est ce que le serveur connaît. Donc nous, côté client, on a reçu à ce moment-là l'information que Mario se trouvait ici. Et ce qu'on faisait jusque-là, c'est qu'on affichait l'information que Mario était là, et du coup, ça faisait un grand saut d'un coup. Et pendant 2 frames après, il ne se passe absolument rien. D'où le mouvement de Choppy, encore une fois. La solution qu'on a pour ça, c'est de distiller le mouvement. Parce que là, on sait qu'on affiche 3 fois plus d'images que ce que le serveur nous envoie des nouvelles informations en termes de fréquence. Donc on sait qu'on a le temps d'afficher 3 frames entre 2 informations du serveur. Donc on va juste distiller le mouvement de Mario dans le temps, de telle sorte que, au moment où on affiche la 3e frame, donc celle qui va se mettre à la position connue par le serveur devrait nous envoyer une nouvelle information, parce qu'on est bien synchronisé. Et donc cette solution, ça s'appelle le Delay Based Netcode. Delay parce que on remarque quand même que dans cette solution, on accepte toujours d'afficher le Mario un peu en retard par rapport à l'information qu'on a reçue du serveur. Plus précisément, on affiche l'information en retard d'un tick par rapport à ce qu'on connaît du serveur, ce qui peut paraître un peu dommage, mais en même temps, il faut se dire qu'un tick, c'est à peu près un 30e de seconde,
afficher la position d'un personnage en 30e de seconde de retard, pour la très grande majorité des jeux, ça ne va pas vraiment impacter le gameplay, et c'est préférable d'avoir ça qu'un mouvement de Shopee qui fait mal aux yeux à regarder. Donc très bien, on refait appel à notre TechRex qui a l'air, ouais, ça va pas mieux, enfin. Et donc le problème des saccades sur le déplacement des personnages est résolu, et là on commence à se dire qu'on a un bon netcode, on a quelque chose de pas mal, et donc on envoie le jeu en production, et les critiques sont quand même plutôt meilleures. C'est-à-dire que techniquement ça fonctionne, les gens sont contents. Par contre, c'est vrai que c'est toujours des mécaniques d'un jeu vidéo des années 90, et ça s'est vu. Et on est encore un petit peu loin de notre objectif de 100% sur Metacritic, donc il va falloir qu'on travaille encore là-dessus. Et donc là, on met les marketeurs au travail, on leur demande qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre jeu marche mieux commercialement. Et les marketeurs, ils regardent autour de nous, dans le monde du jeu vidéo, qu'est-ce qui marche, ils voient du Fortnite, du PUBG, ils voient même que dans le monde du jeu rétro, ils n'hésitent plus à nous mettre du Tetris 99 ou du F-Zero 99. Donc vous savez quoi, on va faire un Super Mario World Battle Royale, c'est l'avenir. Et bon, les marketeurs, ils sont pas allés plus loin que ça, et c'est à nous de trouver les règles et ce que ça implique. Donc on va dire, on met des cartes aléatoires de Super Mario World en boucle, on met 100 joueurs sur l'écran, et ils doivent tous faire la course pour terminer la course à temps. Et les X derniers à chaque map, ils sont éliminés. Et pour rajouter un petit peu au bordel ambiant, on va mettre une dimension joueur contre joueur. Si vous sautez sur un autre joueur, vous l'interrompez pendant 2 secondes, vous le stunnez pendant 2 secondes. Donc on se dit, techniquement, ça doit être essentiellement le même jeu, mais avec 100 joueurs à l'écran, ça ne doit pas changer grand-chose. Donc on implémente tout ça, et on se rend compte que des problèmes qu'on pensait avoir résolus nous reviennent. Le problème de réseau, on a bien travaillé là-dessus, mais pourtant ça revient à nouveau. Donc avec les saccades qui vont avec, assez logiquement. Et les joueurs qui ont du ping, ils n'arrivent pas à toucher les autres joueurs. C'est-à-dire qu'ils sautent dessus, ils ont l'impression de toucher, mais le serveur leur dit non, désolé, tu touches rien du tout. Bon, on va régler les problèmes les uns après les autres, et on va d'abord essayer de résoudre notre problème de réseau. Et on prend une nouvelle assertion, qui est que le plus souvent, l'état des GameObjects ne change pas. Les GameObjects, c'est les choses qui changent, enfin qui bougent. Et donc, si on prend un exemple, parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à se dire, oui, mais non, mon Mario, son état, il bouge tout le temps. Moi, j'appuie tout le temps sur des touches, je le fais tout le temps bouger, il change tout le temps. Mais ce n'est pas la majorité des GameObjects. Et si on prend l'exemple de cette pièce là-haut, comme je le disais, son état, il va changer au maximum une fois dans la partie. C'est-à-dire qu'au maximum, il va y avoir une fois un joueur qui va aller attraper une pièce, et c'est pas la peine de renvoyer au client à chaque tick, donc 30 fois par seconde, la position de cette pièce. A priori, ça va pas bouger, ça bougera pas pendant pratiquement toute la durée du jeu. Donc il y a sûrement économisé là-dessus. Et même sur notre Mario qui bouge tout le temps, eh ben, on peut voir qu'il y a quand même des économies à faire. Donc tout d'abord, notre pièce sur le tick qu'on présentait avant, elle n'est pas en train d'être prise, donc on peut se dire c'est bon, c'est pas la peine de renvoyer l'information. Comme ça, on se met d'accord avec le client, et le client dit bon, bah, tant que j'ai pas d'information sur un GameObject, je le laisse là où il est, c'est que ça n'a pas dû changer. Donc les pièces, on n'en voit rien. Et même sur notre Mario, si on regarde les éléments les uns après les autres, on se dit bon, là il est en train de sauter, donc sa position selon X, elle ne change pas. Il est en train de sauter, donc évidemment la position selon Y, elle change. La position vers le haut, elle change. Donc ouais, ça on va le renvoyer pour que tout le monde le voit. La direction, donc est-ce qu'il est en train de regarder à gauche, à droite? La frame d'avant est regardée à droite, et là il regarde toujours à droite. Bon, on va peut-être pas renvoyer ça encore une fois, hein, tant que ça ne change pas. Sa taille, c'est-à-dire s'il a mangé un champignon, une feuille ou que sais-je, ça pareil, il n'en a pas mangé sur cette frame, donc on ne va pas redire à chaque fois qu'il a cette taille-là. Et est-ce qu'il est en train de regarder ses pieds ou vers le ciel? Bon, bah non plus, il est en train de sauter, il n'y a rien dessus. Et donc on se rend compte là qu'il y a clairement des octets à économiser en envoyant seulement les choses qui changent et pas tout l'état du jeu à chaque fois. Et donc ça, c'est pour mettre ça en place, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que d'envoyer directement les états sur le réseau, les états du jeu, on va les garder en mémoire, et à chaque fois, on va envoyer la différence entre l'état actuel et l'état précédemment sauvegardé. Et donc, quand on pense à ça, on se dit, oui, mais d'accord, mais un peu plus tôt, on a dit dans ces slides qu'on partait sur de l'UDP et que du coup, on n'avait absolument aucune certitude que les paquets qui arrivaient, qui étaient envoyés, arrivent. Et donc, si on reprend l'exemple de notre pièce de tout à l'heure, si par mégarde, le paquet qui dit que la pièce a été prise se perd, eh ben, il y a de bonnes chances que ce ne soit jamais renvoyé et que personne, que les gens ne soient pas au courant que la pièce a été prise. Donc on continue à l'afficher sur les écrans. Ce qui n'est pas vraiment acceptable. On veut que tout le monde ait le même état, et la perte de paquets ne doit pas impacter ça.
Donc ce qu'on va faire, c'est que quand on envoie un delta, c'est-à-dire une différence d'état, on va demander au client d'acknowledge, c'est-à-dire de dire à notre serveur, oui, c'est bon, j'ai bien reçu le dernier paquet, le dernier delta, c'est pas la peine de me renvoyer ce qui s'est passé depuis ce moment-là, je suis à jour. Et donc on va envoyer la différence entre l'état actuel et l'état de la dernière fois que la personne a acknowledge. Et le deuxième problème qu'on pourrait voir là-dessus, c'est de se dire, attends, mais là tu conserves tout l'état de tout le jeu sur plusieurs secondes, ça doit être hyper coûteux en termes de RAM, parce que tu dois stocker tout ça quand même. Et donc pour valider ça, on va faire notre petit calcul, on va sortir notre petite calculette, et on va essayer de faire une approximation au doigt mouillé. Donc dans notre approximation, admettons qu'on ait 1000 GameObjects, qu'on veuille conserver tout l'état pendant 3 secondes, qu'on ait un tick rate de 30 ticks par seconde, donc ça veut dire qu'on conserve 30 états par seconde, et qu'un GameObject, pour le stocker, il nous faut 100 octets, ce qui est un peu plus que ce qu'on avait avant dans nos approximations et dans nos présentations, donc c'est vraiment grosse maille comme estimation. Et bah, quand on fait le calcul de tout ça, on se rend compte que le stockage de tous les états, ça occupe 9 mégaoctets. Donc finalement, c'est assez faisable, on devrait pouvoir s'en sortir. Et cette technique, ça s'appelle la delta compression, c'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer les états, on envoie des deltas, c'est-à-dire les choses qui changent. On réappelle TechRex encore une fois, qui est toujours aussi impliqué dans son projet, ça fait plaisir à voir. Et une fois qu'il a mis ça en place, le problème de réseau est résolu, et de manière assez normale, les saccades qui allaient avec sont aussi résolues. On a toujours le problème des joueurs qui ont du ping, qui n'arrivent pas à jouer en PVP, en joueur contre joueur. Et donc, on va encore adresser ça comme problème. La raison à ça, c'est que les joueurs n'ont pas tous le même ping, c'est-à-dire qu'il ne leur faut pas tous le même temps pour recevoir une information qui vient du serveur. Alors admettons dans notre exemple que Toad, le personnage champignon, il est carrément branché sur le serveur, lui. Pour qu'une information qui vient du serveur arrive jusqu'à lui, il lui faut 5 millisecondes. Vu qu'on update l'état du serveur 30 fois par seconde, ça veut dire que lui, il est toujours à l'état du serveur. Maintenant, un truc un peu plus réaliste, admettons que notre Luigi, il ait 60 millisecondes de latence, donc les informations qui viennent du serveur jusqu'à lui mettent 60 millisecondes à arriver. Toujours dans les mêmes fonctionnements de 30 ticks par seconde. Ça veut dire que le temps que ça arrive jusqu'à lui, tout ce qui est affiché sur l'écran de Luigi, ça s'est passé il y a 2 ticks pour le serveur. Il vit 2 ticks en arrière. Et maintenant, admettons que notre Mario habite en Creuse. Lui, il a 300 millisecondes. Donc il faut 300 millisecondes pour que ça arrive. Même chose, lui, tout ce qu'il voit, ça s'est passé il y a 10 ticks chez le serveur, donc il a un petit peu de retard. C'est assez inévitable, on n'a pas trop de contrôle sur la latence des joueurs. Et ben maintenant, on va prendre un exemple pour voir ce que ça donne. On est du point de vue de Mario, donc notre manette contrôle Mario directement. Et donc, admettons que là, Mario, il se dit, bon, on est pratiquement à la fin du niveau. Ma dernière chance de ne pas me faire éliminer, c'est de sauter sur le Toad pour lui passer devant. Bon, a priori, pour sauter sur le Toad, il faudrait qu'il ait une trajectoire à peu près comme celle-ci. Sauf que le problème, c'est que, comme je le disais, Mario, il vit 10 ticks en arrière. Il vit 10 ticks en retard. Et son Toad, pour le serveur, il n'est plus là. Donc quand il saute sur le Toad, lui, il a l'impression de le toucher, mais le serveur lui dit non, désolé, ton Toad, il n'est pas là, tu l'as loupé. Et donc, une solution, ça tombe vachement bien parce qu'il se trouve qu'on conserve les états du jeu dans le passé. Et la solution, ça peut être de réutiliser ça et de se dire, bah, je sais que mon Mario, il vit avec 10 ticks de retard. Et donc, au lieu de partir du principe que Mario, il a sauté au moment où le serveur reçoit l'information, le serveur va dire, bah d'accord, Mario a acknowledge il y a 10 ticks pour la dernière fois, donc il doit vivre 10 ticks en retard. On va dire que Mario, il n'a pas sauté maintenant, mais il a sauté il y a 10 ticks. Donc on va reprendre l'état du jeu il y a 10 ticks, on va voir quel était le résultat à ce moment-là, et on va recalculer tous les états qui se sont passés après. Et cette technique, ça s'appelle la compensation de lag. Alors il faut quand même faire attention avec ce truc-là, il faut quand même définir un lag maximum autorisé, parce que bon là ça va, notre Mario, il vit avec 300 millisecondes de retard, mais s'il avait disons 10 secondes de retard, on ne peut pas accepter de faire comme si Mario avait sauté il y a 10 secondes au niveau du serveur, parce que ça impacterait trop négativement l'expérience des autres joueurs. Donc il s'agit de trouver une baseline, un lag qu'on va considérer comme acceptable et qu'on va accepter de compenser pour ne pas compenser ce qui est plus ancien que ça. Donc TechRex, encore une fois, qui va nous développer ça et qui nous résout le problème de ping avec les autres joueurs.
Donc là, encore une fois, on est pas mal. Notre netcode, il est bien, le jeu fonctionne. Sauf que le jeu fonctionne tellement bien qu'il devient compétitif. Il commence à y avoir des compétitions sur le jeu et la moindre latence n'est plus acceptable pour les joueurs. C'est-à-dire que ils n'acceptent plus, les joueurs, vu qu'il y a un ranking, de perdre une partie juste parce que leur internet provider les a lâchés. Et donc nous, on a une responsabilité vis-à-vis de ça pour encore réduire les lags. Nouvelle assertion. Oui. La nouvelle assertion, c'est le plus souvent les joueurs font les mêmes inputs. Ce qui n'est pas totalement déconnant parce que nous, on rafraîchit l'état du jeu et on lit les inputs des joueurs 30 fois par seconde. Mais si un joueur appuie sur une touche différente 5 fois par seconde, grand max, c'est déjà beaucoup. Et la majorité du temps, les gens font effectivement toujours les mêmes inputs. Et donc, on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser cette assertion pour réduire notre latence. Alors, on va supposer que la dernière input qu'on a reçue d'un joueur côté client, donc là on est du point de vue de Mario et le Toad c'est un autre personnage que le nôtre, tout nous vient du serveur, et on part du principe côté client que la dernière input du joueur, ça va être celle qu'il va faire pendant les 10 prochains ticks, enfin il va faire que ça. Et donc ça veut dire que nous, notre Toad, on le voit avec 10 ticks de retard, et on va partir du principe que sur les 10 ticks qui nous séparent du serveur, Toad il a fait que aller à droite. Ce qui fait que du coup, on va l'afficher à la position connue par le serveur directement, malgré la latence. Donc on va totalement gommer toute forme de latence. Et on peut continuer comme ça, ainsi de suite. Et maintenant, d'une certaine façon, quand ça se passe bien, la latence qu'on a vis-à-vis du serveur, elle compte presque pas. Alors ça, c'est quand ça se passe bien, c'est toujours les 99% de cas qui se passent bien, mais il faut quand même qu'on traite le cas qui se passe mal. Et pour ça, il est possible que cette prédiction que Toad a fait toujours la même chose soit mauvaise. Et les chances sont de plus en plus importantes que vous avez du ping, parce que c'est plus probable, si vous avez 3 ticks de retard, qu'il ait fait la même chose pendant 3 ticks, que si vous avez 50 ticks de retard et qu'il ait fait la même chose pendant 50 ticks. Donc là, admettons, on sait que la dernière input de notre Toad, c'est d'aller à droite. Alors, on va dire, bah, Toad, il a fait que aller à droite pendant 10 millisecondes, pendant 10 ticks. Très bien, sauf que là, un peu plus tard, le serveur nous renvoie l'information et nous dit, bah non, en fait, il y a un moment où il a fait demi-tour et tu n'as pas l'information parce que tu es trop en retard. Et là, il va falloir qu'on rattrape ce truc-là et qu'on parte du principe que, en fait, au lieu d'aller à droite pendant 10 ticks, il est allé à gauche pendant 10 ticks, notre Toad. Et donc, on va devoir rattraper ça en décalant la position du Toad. Et ça crée un énorme rollback, c'est-à-dire que les joueurs voient le Toad se téléporter d'un endroit à un autre, là où normalement il ne devrait pas le faire. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un rollback-based netcode, qui va à l'encontre du principe du delay-based netcode, où là on attendait d'avoir les informations pour les afficher. Ce truc-là, il a quand même l'avantage, comme je le disais sur les jeux très compétitifs, c'est surtout utilisé dans les jeux de combat, de gommer totalement le lag. Mais par contre, si vous avez de la latence, eh ben, vous aurez des téléportations des personnages qui vont un peu biaiser, la vision du jeu que vous avez. Donc voilà, c'est l'un ou l'autre, chacun a ses avantages. Mais vu que notre jeu est compétitif, c'est ce qu'il nous faut. Donc TechRex qui... Allez, courage, on est presque à la fin du talk. Tu vas t'en sortir. Et donc notre problème de latence est résolu. Et enfin, notre jeu est reconnu à sa juste valeur. Donc on est content, on a réussi à atteindre ce qu'on voulait faire. Regardons comment va TechRex maintenant que le projet est terminé. Bon, TechRex est content. Et donc si TechRex est content, moi ça me va très très bien. Donc on va s'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention. Je vois que tu allais commencer. Je m'appelle Benoît Arnaud, je travaille chez Soprasteria sur le pôle intelligence artificielle de l'agence de Strasbourg et je travaille sur un produit qui s'appelle Alive Intelligence, qui est un éditeur de chatbot en low-code, no-code. Une partie de mon travail, c'est d'implémenter cette plateforme et l'autre partie, c'est de concevoir et de maintenir la plateforme Kubernetes qui l'héberge en SaaS. Je vous mets aussi quelques références, surtout la première, là. Si ce sujet vous intéresse, vraiment, c'est le premier truc qu'il faut lire, il y a tout là-dedans. Voilà, si vous avez des questions, je vous écoute. Merci de votre attention, encore une fois. Alors, effectivement, c'est un petit peu
ça peut être utilisé effectivement, donc il faut quand même être capable de valider ce que font les choses. Maintenant, à partir du principe où le client a un client frauduleux d'installer sur sa machine, potentiellement, il faut avoir un petit peu confiance en lui. Alors pas confiance dans le sens aveugle, mais il faut, de toute façon, l'avantage que ça peut lui donner, c'est de lui laisser un peu plus de temps pour réagir sur quelque chose. Sauf que si le joueur est frauduleux, bah, on peut imaginer qu'il a un système qui va envoyer des inputs à sa place, par exemple. Et ça, il n'aura pas de problème de latence pour le faire de toute façon. Donc pour gérer ce genre de problème, la meilleure approche, c'est de regarder comment est-ce que le joueur se comporte, enregistrer ses inputs, et voir après que bah, si le mec il fait 30 inputs par seconde, probablement qu'il triche. C'est plutôt une méthode a posteriori qu'il faut utiliser. L'autre chose, c'est de collecter des métriques sur ce que fait le joueur, et si on voit qu'il se déplace plus vite qu'il est autorisé, bah, probablement qu'il triche aussi. Ouais. Ouais. Tu veux dire entre la dernière démo et celle où tu fais de la Ah oui, ok. Ouais, tout à fait. Alors en fait, c'est pas totalement antinomique parce que alors elle est un peu loin cette slide. Je sais pas si je vais la retrouver. Ouais, bon, c'est pas grave. C'est un peu antinomique, enfin, c'est pas antinomique parce que tu affiches au fur et à mesure et donc tu délais, tu distilles le truc, mais tout ce que tu as à faire quand tu fais ta prédiction que le joueur va toujours faire la même chose, c'est que pour compenser ce truc-là, tu peux juste dire qu'il l'a fait une fois de plus. Donc si tu vis 10 ticks en arrière, tu peux partir du principe que le joueur a fait la même action 11 ticks en arrière et tu prends ton tick de retard parce que tu l'affiches en retard pour délayer le déplacement dans le temps. Tu vois? Cool. Là-bas, au fond, ouais, ouais, tout à fait. Très bon point. En fait, quand je disais dumb client, c'était en première approche, et derrière, on fait des modifications sur le truc. Il reste dumb parce qu'il n'a absolument aucun pouvoir décisionnaire, dans la mesure où quand vous faites une prédiction, bah, ça va s'afficher sur votre écran, mais ça ne va pas impacter l'expérience de jeu des autres. Mais effectivement, je le disais d'ailleurs, c'est une entorse qu'on fait au mode serveur autoritatif quand on fait de la prédiction, parce qu'on s'autorise exceptionnellement à afficher quelque chose de différent de ce qu'est le serveur, mais à condition de se remettre sur le serveur dès qu'il nous donne une information. Donc oui, il n'est pas totalement dumb, effectivement, et pour cacher les latences, on est obligé de faire un client qui est un peu intelligent et qui est capable de faire des choses. Et le dernier exemple que je prenais avec le rollback-based netcode, en fait, c'est assez compliqué à mettre en place dans les faits, ce genre de truc. Et là, le client, il est loin d'être dumb, mais il n'a pas de pouvoir de décision. C'est ça qu'il faut retenir surtout. Là-bas. Alors, quand on met en place la compensation du lag, non. Alors, fonctionnellement, je pense que c'est pas totalement incompatible, mais à mon avis, si on met les deux en place en même temps, effectivement, on a le risque de donner une expérience pas forcément bonne pour le joueur qui a une bonne connexion et qui a rien fait pour mériter d'avoir des rollbacks. Parce que effectivement, ouais, tu vas modifier des choses qui se sont passées avant, donc ça va créer une téléportation chez l'autre joueur et c'est probablement pas quelque chose que vous voulez faire. Alors il faut bien garder en tête, je vais revenir sur ma dernière slide quand même. Hop. Il faut quand même bien garder en tête que j'ai l'impression, en tout cas, que dans l'industrie du jeu vidéo, il n'y a pas vraiment de netcode généraliste qui fonctionne sur tous les jeux et qui est vendu comme ça aux éditeurs, dans le sens où pratiquement tous les éditeurs de jeux développent leur propre netcode pour leur jeu spécifiquement, parce que quand on regarde bien, il y a pas mal de choix qui sont à faire spécifiquement sur le jeu. Et donc, dans notre cas, effectivement, en fonction de à quoi ressemble le jeu et quelles sont les mécaniques,
on va avoir des choix à faire sur comment est-ce qu'on priorise entre la lag compensation et le rollback based. Et un exemple qui peut me venir, c'est si vous avez un système, si vous êtes sur un jeu de combat et que vous avez une parade à faire, donc juste au moment où vous faites frapper, vous devez parer l'attaque, on ne va pas avoir le choix que de faire de la lag compensation sur ce truc-là, parce que même si vous avez 5 millisecondes de latence, ce sera 5 millisecondes trop tard pour bloquer en fait. Donc il va falloir quand même faire confiance un peu au client quand il nous dit « Non mais j'ai bloqué à tel moment ». Donc voilà, il faut faire un mélange des deux et c'est pas impossible de faire un choix sur telle ou telle mécanique spécifiquement sur un aspect du jeu. On peut mettre en place la lag compensation sur le blocage et sur la position des personnages, mettre du rollback based. Oui. Est-ce qu'il y a déjà eu des cas de hack où justement les gens attendaient d'envoyer les paquets côté client pour faire en sorte de pouvoir attaquer sur le passé Alors, c'était un peu la question qu'il y avait là-bas. Non, non, mais il n'y a pas de souci, hein. Je vais répéter. Ouais, je comprends. Non, bah, je vais quand même répondre. En fait, à partir du moment où on a un client frauduleux, c'est-à-dire qui a été modifié, on ne peut pas forcément lui faire confiance dans le sens où, à partir du moment... Enfin, ce truc-là, il permet d'avoir un peu plus de temps pour réagir, en fait. Sauf qu'à partir du moment où le mec il a un client frauduleux, il peut automatiser des actions. Et à ce moment-là, vu que c'est automatisé, que c'est l'ordinateur qui le fait, bah, il n'a pas besoin d'avoir plus de temps parce qu'il est déjà pratiquement instantané. Bon, je crois qu'on arrive au bout. Merci à tous. Si vous avez d'autres questions, vous me trouverez dans le stand Soprasteria juste en bas.